Professeur Tulken, cette décision d'arrêter de fabriquer parce que la rentabilité n'y est plus, est-ce que c'est pris encore au niveau belge ou est-ce que c'est une décision généralement européenne ou mondiale? Oula, je ne sais pas répondre comme ça. Je crois que la première décision est de ne plus commercialiser en Belgique, ça c'est clair. Pour ça, d'éviter de devoir avoir du stock, des délégués médicaux, enfin tout le fresquin. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on fait la même chose dans le reste de l'Europe? À mon avis, probablement, mais je ne sais pas. Ça peut varier très fort. Je pense que ça varie fondamentalement des niveaux de marché locaux. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Madame Dinamé a une réponse. Oui, tout à fait. Donc, en fait, la décision d'arrêter la commercialisation d'un médicament revient à l'industrie pharmaceutique qui l'a mis sur le marché et au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Donc, si le médicament n'est plus rentable d'un point de vue, je veux dire, marché, il peut décider de l'arrêter uniquement en Belgique. Ça, c'est une décision qui lui appartient et de radier son AMM si c'est une AMM qui est délivrée au niveau national. Si c'est une AMM qui est délivrée au niveau européen, quand il va radier son AMM, il va la radier automatiquement au niveau européen. Merci. Pierre Van Interpen, professeur à la faculté de pharmacie de l'ULB. J'avais une petite question par rapport à la connexion entre pharmaciens et médecins. Quand on voit tous les outils Internet qui ont été présentés entre IS, DPP, Vitalink, on a l'impression d'un capharnaüm assez extraordinaire. Et je me posais la question dans quelle mesure le pouvoir public arrive à se concerter de manière interdisciplinaire avec tous les professionnels de la santé. J'ai l'impression que parfois nos pouvoirs publics se concertent d'une part avec les pharmaciens, d'une part avec les médecins. Et je voudrais peut-être que, par exemple, M. Ronlet nous réponde de dire, voilà, dans quel type de plateforme existe-t-il ce genre de plateforme où tous les professionnels de la santé ont un dialogue avec les pouvoirs publics? Ou alors est-ce que c'est vraiment une concertation par professionnels? La réponse est multiple. Il y a un endroit, effectivement, où on se retrouve tous, c'est le comité des utilisateurs de la plateforme IELTS, mais où c'est souvent une grand-messe, où il est très difficile d'aller dans le détail. Pour répondre plus précisément à votre question sur le Capharnaüm, ou un petit peu ce qu'il en sort, ou la visibilité que vous en avez, je suis assez d'accord avec vous, et je plaide pour ça depuis longtemps. On a fait en son temps une table ronde sur les moyens à mettre en œuvre, et on connaît toutes les implications que ça a. J'ai plaidé à l'époque avec mon ami le docteur Van Denberg pour d'abord commencer par se mettre d'accord sur un choix d'architecture. Si on ne choisit pas la même architecture, forcément, puisqu'il y a des initiatives qui ont lieu un peu dans tous les sens, on arrive à ce genre d'impression. Maintenant, évidemment, on essaye de récupérer un peu la sauce et de faire en sorte que tout soit interconnecté. Ça devient plus complexe et plus compliqué. Je pense que tout n'est pas perdu. Il faut savoir aussi que pour l'initiative des pharmaciens, elle a été prise, je veux dire, à notre corps défendant au niveau financier, mais également aussi parce que nous avions décidé de faire et d'avancer, peut-être à certains moments, je ne vais pas dire contre l'avis d'IELTS, mais en tout cas pas dans le sens de ce qu'IELTS voulait, parce que nous avons estimé, et je pense que c'est le souci de beaucoup de prestataires de soins, que si on peut utiliser une boîte à outils, ça doit rester une boîte à outils, et que la gestion des données doit rester entre nos mains. C'est ce qui se passe au niveau de Réchipé, qui est un projet porté par une ASBL constituée de toutes les unions professionnelles de prestataires de soins. C'est ce qui est le cas dans le DPP ou c'est Pharmaflux, qui comprend les confrères de FACO et de l'APP. Et donc je pense que c'est la bonne solution. Je crois que l'autorité doit se borner à donner les moyens pour y arriver, mais la gestion doit être faite par les interlocuteurs et par les prestataires. Et là, c'est la difficulté, parce qu'on n'a pas tous la même envie de payer ou de faire quelque chose. Mais je crois que payer pour être maître de notre propre environnement informatique, c'est le prix à payer pour notre liberté. Et si on le fait, on saura ce qui va se passer. Si on se laisse faire, je ne donne pas cher de notre peau, sur savoir les obligations qui vont nous être imposées en termes d'échange d'informations. Je confirme. Je voudrais dire, je suis président d'un des hubs de Bruxellois qui s'appelle Abrumet. Et je trouve quand même qu'à ce niveau-là, il y a quand même un problème d'autorité. Vous l'avez dit gentiment, mais il y a quand même un personnage qui est un peu insupportable là-dedans. Et je pense que ça ne peut pas rester duré. Manifestement, il faudra encore, pour le patient et pour les professionnels de santé, Big Data devienne un vrai grand frère protecteur. Il y a encore du chemin à faire. C'est-à-dire que de toute façon, pour les médecins, ils sont
la concertation entre médecins et généralistes hôpitaux s'est faite très bien. Et je pense que c'est vraiment une réelle avance qui est en train de se faire. Mais, comment dirais-je, je pense que, comme monsieur a dit, il faut que la structure étatique soit au service de, et pas à imposer des idées qui sont des expériences personnelles ou des choses qui n'ont rien à voir avec une véritable prise de conscience. Si on veut que ça foire, on n'a qu'à faire qu'un ou deux scandales éclatent au grand jour et que la presse s'en empare pour que quelque chose de très privé arrive au grand jour, et c'est ça la catastrophe. Et je pense que actuellement tout le monde est enthousiaste, il faut faire très très attention pour que ça ne tourne pas en un bide. Il faut quand même savoir que certaines initiatives en Hollande, par exemple, ont été faites comme ça, qui ont été faites trop vite, on a tout arrêté. Il faut éviter ça. C'était plus général. En fait, bon, j'ai bien aimé, mais je trouvais que la première présentation était plus sur les représentations à la fois des consommateurs et des médecins, et que c'est un peu un des points qui manquait, je vais dire, après dans les exposés, c'était qu'est-ce que le médicament avait comme quelle était la représentation du médicament à la fois auprès des consommateurs et aussi auprès des prestataires des soins. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'information la plus objective possible, mais cette information objective va se heurter nécessairement aux représentations de l'aspect un peu magique aussi du médicament dont il faut tenir compte, quelle est sa place, je veux dire, du point de vue sociologique et anthropologique. Et donc je pense que c'est un des points qui manquait peut-être au débat de ce soir. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut promouvoir, payer de l'argent pour que les folias du CBIP, éventuellement réécrites dans un langage accessible aux patients, soient la première chose qu'ils trouvent quand ils googlisent un problème de santé, et qu'on interdise par contre la publicité pour certains médicaments qui aujourd'hui, à 20h15, entre la première partie et la deuxième partie de son feuilleton, lui disent que pour ce problème parfois auquel il n'avait pas pensé, il y a une solution toute simple. Je pense que la publicité sur Internet, on ne la contrôlera pas. Elle peut être éventuellement contrôlée à certains endroits, mais pas partout. Donc, je veux dire, à la fois, certainement, ça peut jouer. D'autre part, moi, je travaille plus dans le domaine de la promotion de la santé. C'est vrai qu'on perdra aussi des espaces gratuits pour des campagnes de publicité sur des comportements de santé. Donc, on a les deux aspects lorsqu'on parle, en tout cas, de la promotion en communauté française sur les chaînes belges. On peut interdire la publicité pour des produits et la garder pour la promotion de la santé qui ne vend aucun oui, mais produit. c'est-à-dire que les espaces gratuits dépendent du volume de la publicité sur alcool et médicaments. Donc, Caramba. on a un conflit d'intérêts. On veut réagir sur le banc de nos experts. C'est un fait que le médicament a un rôle social aujourd'hui. Par exemple, certains patients demandent des médicaments, par exemple des antibiotiques, pour pouvoir continuer à les travailler. Et donc il y a une représentation qui fait que le médicament leur permet d'aller plus vite dans la guérison et donc qu'ils auront moins d'incapacité de travail et donc ils n'auront pas cette crainte d'être licenciés. Il y a aussi cette idée aujourd'hui qui est quand même une idée fallacieuse qu'à tout problème, il y a un médicament ou il y a un acte médical, une imagerie médicale. Et donc la médecine doit se battre contre cette idée-là. Et elle est très très prégnante dans les feuilletons et dans la publicité. Il y a autre chose aussi, il y a certains médicaments qui sont soumis à prescription et puis les mêmes médicaments qui ne sont pas soumis à prescription. Je m'explique, les anti-inflammatoires par exemple, vous avez une catégorie qui sont soumis à prescription et puis on découvre dans le même temps que certains anti-inflammatoires ne sont pas soumis à prescription. Il peut y avoir des publicités pour ces médicaments-là. Vous savez qu'il y a des interactions médicamenteuses importantes et il y a des effets secondaires importants de ce genre de médicaments. Il est étonnant que les pouvoirs publics aient laissé faire cette discordance de prescription ou de non-prescription pour la même famille de médicaments. Madame Binamé, est-ce que les pouvoirs publics ont été mal conseillés? Alors en effet, c'est vrai que pour certaines catégories de médicaments, il y en a qui sont en vente libre et d'autres qui sont sous prescription.
Tout ça dépend de l'indication et de la dose. Donc, quand on évalue un médicament, on évalue son bénéfice-risque. Donc, ça veut dire les avantages qu'il présente par rapport à ses inconvénients. Et en fonction de ce bénéfice-risque, on décide si on le met soit sur prescription, soit en vente libre. Et donc, c'est un processus qui est très complexe, qui se fait maintenant au niveau européen pour la plupart des médicaments, avec différents rapporteurs et co-rapporteurs. Et quand on décide de mettre un médicament OTC, c'est parce qu'il ne présente pas le risque de devoir le mettre sur prescription. Alors on a vu, et là j'insiste encore aujourd'hui auprès de vous, que la pharmacovigilance et le rapport des effets indésirables permettaient de revoir ce jugement. Donc une fois qu'on avait beaucoup plus d'incidents ou de problèmes avec un médicament, on pouvait décider de le remettre sur prescription. C'est le cas notamment du petit crapaud, c'est ça que nous avons vu aujourd'hui. Oui, moi j'ai une question par rapport à la publicité. Bon, interdire la publicité, c'est peut-être un peu démagogique, enfin je ne me prononcerai pas là-dessus, je suis Fabienne Bresquière de Multipharma, excusez-moi. Par contre, aujourd'hui, quand on tape le nom de médicament, on tombe aussi directement sur des sites internet qui vendent des médicaments OTC. Alors je vais poser la question à la FMPS. Les médicaments par d'OTC sont vendables sur internet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer la consommation des médicaments par le biais des ventes par internet? Alors la vente internet est régulée, réglementée, et nous avons des pharmacies en ligne, en effet, où les médicaments, et seuls les médicaments OTC, peuvent être vendus. La publicité dans la consommation des médicaments, alors il faut pas se, enfin, je veux dire, on ne peut pas se voiler la face. Si on investit dans la publicité, c'est pour vendre. Donc c'est sûr que derrière, il y a un marché qui veulent vendre. Interdire la publicité, je serais beaucoup plus balancée. Donc la publicité est aussi un moyen d'information. Peut-être biaisée, ça je vous l'accorde, hein, parce que bon, elle est dans les mains de l'industrie. Peut-être biaisée, mais c'est aussi parfois ce qui fait connaître un nouveau médicament, ce qui permet de découvrir certaines choses. Donc, interdire la publicité maintenant au niveau européen, ça va poser un réel problème pour la Belgique. On sera un peu isolé dans notre coin. Nous sommes déjà très sévères par rapport à nos voisins. Donc, quand vous allez sur Internet, YouTube, vous voyez toutes les publicités, que ce soit pour des médicaments OTC, pour des médicaments sur prescription. On ne fait pas la différence. Donc, c'est un peu un leurre de se dire on va interdire la publicité, on va voir une diminution de la consommation du médicament. Je crois que ce qu'on doit faire, c'est réguler correctement cette publicité et faire en sorte que le message qui doit être passé soit passé correctement. Il y avait deux réactions. On peut passer le micro vers la droite. Deux réactions sur le banc des experts. Juste pour revenir sur la publicité, je ne pense pas qu'au niveau des pharmaciens, nous soyons forcément demandeurs. D'abord pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un panel tellement important de produits qu'il est impossible pour tout pharmacien d'avoir tous les produits. Et c'est souvent celui pour lequel on a fait une publicité la veille que vous n'avez pas vu à la télévision qu'on va vous demander le lendemain. Donc c'est déjà une difficulté technique, je vais dire. Mais en dehors de ça, il est évident que ce qui nous interpelle, nous, c'est que si sur les médicaments remboursables, il y a une pression énorme sur les prix, sur les médicaments en OTC et singulièrement aussi les non remboursables, personne ne s'occupe de savoir. Et il y a encore, et on est en train d'essayer de faire une étude pour justement voir l'impact de ces augmentations de prix sur les produits qui ne sont pas remboursés et qui ne profitent pas du fait qu'une autorité veut diminuer le coût. Là, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Alors, sur ce qui est encore soumis à prescription, il n'y a pas trop de mouvement. Sur ce qui n'est pas soumis à prescription et qui n'est pas remboursé, là, je suis plus circonspect. Et si les entreprises, les grandes multinationales, parce qu'il n'y a plus aucune entreprise pharmaceutique qui est belge et qui ne fabrique que pour le marché belge, ou à peu près, si les grandes multinationales estiment qu'ils peuvent faire de la publicité et lancer des produits, c'est parce que c'est rentable. C'est-à-dire que ce qu'ils mettent sur le marché est à faible prix et qu'avec la rotation et le nombre, ils arrivent à écouler suffisamment pour rentrer dans leurs frais. Je pense que ça, c'est le gros paradigme. Effectivement, la Belgique toute seule ne faisait pas faire grand-chose. Sur les ventes par Internet au niveau des médicaments, en tout cas, et de l'OTC, ça représente, on a fait une enquête au niveau d'APB, ça représente pas grand-chose. Des sites Internet actifs en Belgique,
vendent à 85% des produits de parapharmacie par opportunité économique ou opportunité législative. Je m'explique. Opportunité économique, c'est le fait que ces produits sont moins chers en Belgique que dans d'autres pays européens, et ce sont des Français ou d'autres personnes qui les achètent et on les envoie bien loin. Et opportunité législative, c'est que certains produits ne nécessitent pas de prescription en Belgique et parfois dans d'autres pays. Et donc je pense que, pour l'instant, en tout cas, ma vision pour l'Internet, c'est pas qu'il n'y aura pas de développement, mais à partir du moment où les pharmacies sont présentes à tous les coins de rue, quel est l'intérêt de commander quelque chose par Internet et de devoir aller le chercher le lendemain quelque part ou d'être présent quand le facteur arrive à déposer. Pas où est l'intérêt. Quant à la qualité de ce qui s'y trouve, le danger, pour moi, c'est la multiplication des sites Internet. On sait que la législation belge est assez stricte sur qui peut faire quoi et il faut en plus s'enregistrer à l'agence. La grosse difficulté, c'est que maintenant les hackers parviennent à phagocyter un site autorisé. Donc, vous avez un site, vous faites de la réservation en ligne ou de la vente, et puis vous constatez tout d'un coup que votre site est pris par quelqu'un d'autre et est géré autrement par quelqu'un d'autre. Ça, c'est un gros danger. Et c'est le plus gros danger qu'on voit, c'est que les législations nationales deviennent de plus en plus coercitives, mais que les moyens techniques d'utiliser votre site sont réels. Ça arrive réellement et couramment. Alors je pense qu'au niveau, on s'est penché sur la question au niveau de la FIB, donc l'Association mondiale des pharmaciens, et on est en train de développer avec les Américains la possibilité d'avoir un nom de domaine, pharmacie.org, pharmacie.com, on ne sait pas encore, mais au moins à ce moment-là, en tant que provider de ce nom de domaine, on peut mettre des conditions qu'on ne sait pas mettre actuellement, puisque vous devez dépendre d'un provider Skynet.be ou n'importe qui pour votre site, et donc vous n'êtes pas maître de la sécurité que font ces gens-là sur le fait qu'on utilise votre site à un autre usage que celui auquel vous l'avez destiné. Je crois que ça, c'est le genre de réflexion qu'on doit avoir au niveau international pour sécuriser, en tout cas, la vente des médicaments, faire en sorte aussi, et là, il y a toute une législation qui est en train de se mettre en place sur la traçabilité et la contrefaçon, faire en sorte qu'effectivement, ce qui est vendu par des sites de pharmacie soit bien des médicaments. Professeur Tulkens, vous vouliez intervenir? Vous avez beaucoup dit, mais je voulais revenir sur la publicité. Moi, mon sentiment personnel, c'est que la publicité pour les OTC devrait être encore plus contrôlée et être plus restreinte qu'elle ne l'est. Tout le monde se souvient cette publicité à la radio à propos d'un anti-inflammatoire qui était fait pour traiter une douleur du genou, etc. Enfin, c'était tout à fait ridicule. Et donc, je pense que là, sans vouloir critiquer l'agence, je pense que, disons, il y a quand même un effort à faire, puisqu'ils le font a priori, donc a fortiori, ça devrait être possible. Mais là, également dans la publicité pour les produits sous prescription. Je reste quand même très perplexe de la publicité qu'on voit apparaître dans les journaux médicaux. Je ne passe pas mon temps à les lire, enfin je les regarde de temps en temps quand même. Et je me dis, c'est dommage que ça passe, disons, de manière aussi, je dirais, stupide. Je prends un exemple, c'est un générique ici qui arrive en disant, voilà, nous avons la magnifique molécule qui existait précédemment, et l'image qui est présentée, mais n'a rien à voir avec ce à quoi la molécule sert. Mais c'est vraiment une image purement de pure... Puis elle est prise quelque part, je ne sais pas, chez Paris Match ou ailleurs, que c'est beau, une jolie femme, c'est magnifique, n'a rien à voir avec la pathologie. Or, c'est un médicament pour lequel l'agence dit dans sa notice à n'utiliser que si les autres médicaments ne sont pas efficaces. Donc il y a là vraiment un problème. Je pense que la publicité, comme elle pourrait être sérieusement contrôlée. Une réaction d'Anne Gillet, puis on passera à une question suivante. Je voulais aussi dire que les pouvoirs publics avaient une certaine responsabilité par rapport aux publicités qui sont présentes dans les revues médicales, parce qu'il faut absolument que les médecins puissent s'émanciper des firmes pharmaceutiques pour leurs revues scientifiques, par exemple. Et donc, il y a un manque de financement public, et donc les pouvoirs publics portent une responsabilité à ce sujet. Vite, oui. Juste une petite remarque sur la vente et la publicité sur l'Internet. Quand j'entends un peu les discussions, j'ai l'impression que ce qu'on essaye de faire, c'est de museler Internet et d'essayer de contrôler Internet. Je crains que ça n'ira jamais. Donc je crois qu'il faut absolument plutôt développer l'information, la conscientisation du patient, l'aider à trouver de l'information validée, parce que sinon ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de vider une baignoire avec une passoire. André Dubus, député bruxellois. Je m'adresse à M. Ronchet, le président de l'APB. Dans votre exposé, vous avez rappelé une expression qui est assez éloquente des représentations mentales des patients à l'égard des pharmaciens, c'est qu'on passe par la pharmacie. Ils passent par la pharmacie. Or, depuis quelques mois, le pharmacien dispose d'un nouvel outil qui est, enfin, outil entre guillemets, une nouvelle
un nouveau positionnement, puisqu'il peut aider à l'accompagnement de la nouvelle médication, plus particulièrement dans le cadre des maladies chroniques. Et je voudrais savoir quel est le regard que vous portez sur cette nouvelle disposition. Est-ce que cela fonctionne bien? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut réfléchir à une extension de cette formule-là pour d'autres maladies? Et est-ce que c'est réellement praticable? Je pense par exemple aux petites officines où il y a un pharmacien. Est-ce qu'il y a pratiquement, est-ce que le pharmacien a l'occasion de se soustraire peut-être d'autres clients pour prendre le temps de rencontrer le patient client en l'occurrence? Oui, ça fait beaucoup de questions, hein. Mais je pense, et ma réflexion tout à l'heure sur le fait de passer, elle vient de là. Nous avons pu constater qu'on n'atteignait pas les objectifs que nous nous étions fixés, simplement pour plusieurs raisons. La première, c'était que, en termes d'information, le patient, malgré qu'il soit informé, malgré tout, est difficile à convaincre de rester dans l'officine pour avoir encore plus d'informations. C'est la première chose. L'autre aspect, au niveau d'information, on a loupé une partie d'information vers un certain nombre de prestataires de soins qui sont les médecins, surtout les médecins généralistes. Nous avons eu des accords de collaboration avec les représentants des différents syndicats de médecins, mais on ne s'est pas donné la peine peut-être d'aller plus bas vers tous les médecins, comme on l'a fait vers tous les pharmaciens. Je pense que ça, c'est quelque chose, et certains médecins ont été, quelque part, se sont sentis agressés par ce genre de choses, alors que notre but n'était absolument pas celui-là. En plus, c'était sur notre propre budget que nous prenions de l'argent pour faire autre chose, pour montrer qu'on savait faire autre chose que de donner une boîte et prendre l'argent de la boîte. C'est de vraiment rendre un service. Alors, sur le service lui-même, tous les patients chez qui on est parvenu à faire cet entretien de nouvelle médication sont très positifs, et on voit effectivement une amélioration. Ce qui se passe, c'est qu'on a peut-être été trop restrictif pour des raisons budgétaires sur le cadre et sur le type de patient, et on va le faire. On a des accords maintenant avec un autre protocole développé par les pneumologues et par des professeurs d'université pour élargir le scope du projet à d'autres, non pas d'autres classes de médicaments, mais à d'autres patients dans cette classe-là. Parce qu'on veut d'abord maîtriser absolument l'ensemble. Le temps court. Je pense comme médecin, donc le médecin généraliste explique ce que le médecin spécialiste a expliqué, le pharmacien peut réexpliquer ce que le médecin généraliste a expliqué. Donc on ne va pas faire l'économie de cette information. C'est intéressant que le pharmacien puisse prendre son temps pour ça. Cette consultation a été dépendante d'une prescription médicale. Et je pense que les médecins généralistes n'ont pas pris conscience que c'était utile parce qu'ils ne savaient même pas qu'il fallait faire une prescription. Donc je pense qu'il faut ouvrir la possibilité. Le pharmacien, quand il se rend compte que le patient n'a pas bien compris ou a oublié, parce que la mémoire est quand même fragmentaire, eh bien, il doit pouvoir prendre d'initiative le fait qu'il réexplique un traitement. Et c'est ça qui nous est intéressant. Merci beaucoup. Concernant votre remarque, là, et c'est absolument indispensable qu'on ait véritablement un registre de médicaments. Hein. Si vous prenez n'importe quel livre d'accréditation, une des priorités, c'est l'histoire du médicament et du patient. Donc, quel que soit leur droit. Donc, c'est absolument indispensable. Maintenant, en effet, il faut la sécurité. Donc, ça répond à la question. Il est absolument indispensable que tous les prestataires aient l'historique médicament du patient. Ça, c'est une réalité. Et ça existe dans tous les livres d'accréditation, Canada International, GCI, tout ce que vous voulez. C'est une des priorités essentielles. Je voudrais revenir sur la publicité. Je trouve que ce débat est magnifiquement intéressant. Je vous remercie de l'actualité de le faire. Mais je trouve que les différentes professions se déchargent un peu trop facilement de ce qui se passe sur les autres trains. Alors quand vous dites, Mme Gillet, que l'État devrait prendre en charge tout ce qui est information médicale, l'État fait déjà énormément de choses sur l'information médicale. Bon, moi ça ne me dérange absolument pas, je sais ce qu'est une pharmaceutique, qu'on me présente une jolie femme avec un médicament qui ne sert à rien, je sais qu'il ne sert à rien, donc je ne le prescris pas. Et donc il serait temps que les médecins prennent leurs responsabilités et ne pas faire chaque fois des prescriptions inutiles. Et donc, il faudrait peut-être que l'université les éduque à faire de ne pas faire des prescriptions. Je vais donc accorder la réplique au docteur Gillet qui est directement interpellé. Et ensuite, nous entendrons les conclusions d'Alain Cheniot, secrétaire général des mutualités Société du Brabant, qui nous accueille chez lui ce soir. Vous vouliez une demi-heure de débat, vous l'avez eu. Je vous donne la parole au docteur Gillet. Il ne faut pas oublier que nous avons une tâche aveugle. Et donc, si les publicités ne marchaient pas, c'est évident qu'il n'y aurait pas de publicité. Donc c'est évident que les médecins sont aussi influencés par les publicités
Moi-même qui suis extrêmement vigilante, je pense que je suis aussi influencée par les publicités.